Voix de Mire sur René Lévesque. Une série de Jacques Bouchard. Narration Céline Marie Bouchard. Troisième épisode. Quand je suis revenu, je suis retombé, si vous voulez, à Radio-Canada, mais complètement dans un autre contexte, à Montréal, comme permanent. Et d'abord, pendant 5 ans, je pense, au service international, c'est-à-dire les émissions ondes courtes, là. Peu de temps après son retour de la guerre, René Lévesque s'installe à Montréal. À la fin de novembre 1945, il commence à travailler pour La Voix du Canada, ce qui s'appelle aujourd'hui Radio-Canada International. Le travail de René Lévesque au service international l'amène peu à peu à faire des reportages à travers le pays. En voici quelques extraits, accompagnés des témoignages de Pierre Godin, Gilles Pelletier et Michel Roy. Il est engagé comme ce qu'on appelait à l'époque metteur en ondes et éventuellement annonceur parce qu'il a maintenant l'expérience. Il ne faut pas oublier qu'il est revenu de la guerre avec une voix légèrement enrouée, là. Bon. Et donc, c'est pas l'annonceur à la voix d'or. René a été démobilisé de l'armée américaine, je pense, à la fin de l'été 1945. Et on s'est connus tout de suite à l'automne 1945. Et je ne sais pas si c'est... Je pense que je l'avais rencontré à Radio-Canada avant. Mais chez Nini Durand, qui était la compagne de Pierre Dagenet, chez ses parents, Justin Durand, qui était un Aveyronais, un homme presque du midi de la France, nous avait reçus pour le réveillon de Noël. Et René était là, mais devait partir. Il n'a pas eu le temps de s'asseoir à table avec nous. Il était obligé d'aller probablement dans sa famille, enfin, je ne sais pas, il était obligé de partir. Puis je me souviens qu'il avait été particulièrement brillant dans les analyses de ce qu'on disait, que ce soit sur le théâtre, l'art en général. Parce que René, c'était un homme qui écoutait beaucoup, qui parlait pas beaucoup. Il écoutait, puis c'est curieux. L'ancien ministre Marc-André Bédard me disait, moi, cet homme-là, au Conseil des ministres, quand il disait « Si je vous ai bien compris », et c'était la même phrase qu'il disait à l'époque. On parlait d'une pièce de théâtre. Si je vous ai bien compris, il résumait ce qu'on avait dit et tout ça. Ça m'avait frappé beaucoup. Et je me souviens que M. Durand, on s'était mis à table, il était parti, René, et puis on disait tous, quelle intelligence, quel gars extraordinaire. Et M. Durand avait dit, il ira loin, celui-là, il ira loin. Voici un escalier qui nous amène à l'entrée d'une cave immense où l'on glisse au bord d'un affolant ruisseau de pourpre, un peu comme dans la pastorale de Beethoven, illustrée par Walt Disney. Une cave où l'on entend sans arrêt que le glou-glou à peine perceptible d'un océan de vin. Et surtout, je frémis en pensant qu'il va falloir raconter à des Français comment on fait du vin, comme quelqu'un qui s'en va porter de l'eau à la rivière. Enfin... Je lisais à ce moment-là Charles Maurras, et je m'étais aperçu que René avait tout lu Maurras. Puis il en parlait. Puis il disait, la seule chose, c'est un édifice extraordinaire de raison, mais ça colle pas à la réalité du siècle. Je me souviens qu'il m'avait dit ça. Puis j'en parlais, mais dans son livre, attendez, je me rappelle, il cite Maurras. On disait à un moment donné, la plus grande erreur en politique, c'est le désespoir. Puis il cite Maurras. Et il connaît... En fait, René, ce dont je me suis rendu compte au cours de ma vie, puis les moments où je l'ai fréquenté, c'est que René avait tout lu et n'en faisait jamais état. C'est qu'à un moment, on découvrait une chose. Le paradoxe du comédien de Diderot. J'avais découvert ça dans ces années-là. Mais il avait dit, ouais, mais évidemment, il l'avait lu. René et moi avions un faible accroché au poète de la Pléiade. Puis on s'entendait bien là-dessus. Puis il me demandait des fois d'en dire quelques vers. Puis, oh mon Dieu. Et ça le touchait, et moi aussi ça me touchait. Dans la poésie française, cette partie-là, cette époque-là. Ayant M. Ringuet pour vous, chers auditeurs, à mes côtés, eh bien, je vais lui demander d'abord si ce deuxième grand roman, Le Poids du jour, va aller faire son tour en France prochainement. Évidemment, je l'ignore, il n'appartient pas à l'auteur de décider ces choses. Nous avions, quelques amis et moi, fondé un hebdo qui s'appelait L'Autorité, puis on avait ajouté du peuple pour faire
plus près des gens. Et aller à René Lévesque, comme à Roger Duhamel, comme à Willy Chevalier, tous les gens de l'époque, nous demandions un papier par semaine et René Lévesque adorait faire ce genre de papier. Tantôt humoristique, parce qu'il y avait le sens du billet humoristique, et tantôt une évocation d'un événement international toujours, qu'il racontait toujours comme s'il avait été présent. Et moi, je faisais de mon côté, chaque semaine, une interview avec un écrivain d'ici. Et ça l'intéressait. Il aimait assez parce que j'avais essayé de développer une technique d'interview un peu nouvelle. Or, il m'a invité à faire avec lui son émission Vers l'Europe et vers les Antilles, une conversation sur cet écrivain que j'avais connu, comment je le trouvais, pourquoi il était remarquable ou pas. Et cela étant, j'ai appris avec lui à parler au micro, quoi, à me servir d'un micro. Ici, le magazine des sports. Le premier message ce soir est celui de René Lévesque de Radio-Canada. La fraternité, au sens américain du mot, c'est-à-dire une société de gens qui ont des goûts et des intérêts communs, la fraternité la plus sympathique et probablement la plus universelle aussi, est sans doute celle des sportifs. Pendant 8 ans, c'est vraiment son training school, si vous voulez. Là. Il va faire des reportages, il va faire du micro, il va faire des réalisations. C'est vraiment, il apprend son métier, l'ABC du métier de journaliste. Et c'est là, d'ailleurs, qu'il rencontre aussi Judith Jasmin, qui elle aussi, commence son métier à Radio-Canada International. Le service international, à toute fin pratique, je pense au 9/10e, tout ce qu'on fait, c'est de l'information sous diverses formes, des nouvelles pures, du commentaire, du documentaire, pour les pays étrangers, pour leur faire connaître les réalités d'ici. René Lévesque se marie le 3 mai 1947 à Québec avec son amie, depuis plusieurs années, Louise Lheureux. Pierre Godin, Gilles Pelletier, Roger Roland et Pierre Nadeau. René Lévesque va écrire un moment donné dans ses mémoires que finalement, il avait épousé celle qui l'avait attendue. Quand il revient de la guerre, sa relation avec Louise s'atténue un peu. Là. Il est à Montréal, puis il commence à vivre à Montréal, il est loin de Québec. Mais visiblement, ça ne semble pas, dès ce moment, être une passion amoureuse furibonde. Là. Je veux dire, ça s'est un peu étiolé. Entre 1945 et 1947, Louise Lheureux en a arraché par moments. Moi, j'ai cité dans mon premier tome là, des lettres. On voit où René Lévesque cherche à prendre ses distances, qu'il ne pourra pas descendre à Québec cette fin de semaine. Ça. Voulez-vous le dire à Louise? Elle va être fâchée, etc. Donc, il semble vouloir mettre un peu de distance. Je pense que finalement, il s'est marié parce qu'il devait se marier. En 1945, Radio-Canada était au King's Hall et il n'y avait pas de cafétéria. On allait manger en face au Dinty-Moore ou au Délices. À quoi ça ressemblait Radio-Canada? Mon Dieu, c'était ouvert. On pouvait rentrer là toute la nuit. N'importe qui pouvait rentrer. On avait un ami, Gérard Bertillaume, qui était annonceur, qui faisait le bulletin de nouvelles de minuit moins 5. On allait dans le studio avec lui. On était allé au théâtre ou au cinéma. On était sortis. On venait à Radio-Canada. C'était très, très libre. L'évêque était, je sais pas, au 8e ou au 9e étage. Moi, j'étais au 5e. Et Gérard Pelletier qui m'avait dit, tu sais, plus haut, là, au 8e ou au 9e, il y a un type qui est pas mal bien, qui s'appelle René Lévesque. Tu devrais le rencontrer. Moi, je venais de mettre sur pied la Revue des Arts et des Lettres, et puis je cherchais encore des collaborateurs. Je suis allé le voir. On a causé un bon moment. Je me suis aperçu qu'il aimait beaucoup le cinéma. Je crois même qu'il avait tenu une chronique dans un journal à un certain moment sur le cinéma. Et je lui ai demandé s'il voulait faire la chronique. Et il a dit oui d'emblée. Puis comme il était employé de Radio-Canada, comme tout le monde, il la faisait gratuitement. Jusqu'à, je sais pas, 1 an ou 2 plus tard, là, il a commencé à rouspéter parce qu'il trouvait qu'il travaillait beaucoup. Jean-Marie Nadeau, mon père, était un avocat, mais il avait été journaliste avec Olivier Asselin, professeur à l'université, il a écrit des livres, et ainsi de suite. Et il était titulaire d'une chronique sur l'actualité. Ce devait être économique à Radio-Canada International. Et à ce moment-là, je sais qu'il était présenté par 2 annonceurs qui sont devenus célèbres par la suite, comme reporter et comme journaliste. Il y avait Judith Jasmin et René Lévesque.
Alors, ils ont beaucoup sympathisé tous les trois à ces occasions-là. Vous savez comment ça se passe dans les émissions de radio, quand on croise les gens, bon, on établit des amitiés. Et donc, ils avaient de considérables conversations sur une foule de sujets, et notamment la politique. Et moi, j'entendais parler de ça. Mon père, entrant à la maison, me disait qu'il avait parlé à Judith Jasmin ou à René. Pendant quelques mois, je suis allé en Corée en 51 pour suivre le 22, là, qui est un des bataillons du 22, parce qu'il y en a eu quelques-uns. Et ça a été comme une sorte de transition, parce que c'était du reportage qui était plus caché, là. C'était pour le réseau normal. Et on a découvert que je commençais à avoir un métier de ce côté-là, puis j'en avais fait en cachette, parce que vraiment, aux ondes courtes, on se cachait. Hein. Personne ne sait que ça existe, quasiment. Alors, ça m'a fait passer au reportage pour le public d'ici. Nos hommes ont avancé très loin, jusqu'à 10 000 yards de la rivière. Ils ont frappé plusieurs patrouilles ennemies, ont été encadrés à quelques reprises par des obus de mortier. Ils ont tué une dizaine de communistes et ils ont fait 2 prisonniers qui, malheureusement, sont morts au bout de 5 minutes. Nous avons eu nous-mêmes 4 blessés qui ont été évacués par hélicoptère. Ici, René Lévesque de Radio-Canada, en Corée. Je suis allé parce que personne parmi les voix d'or de Radio-Canada était intéressé. Il faisait beaucoup d'argent. Hein. Enfin, des gars comme Beaulieu, il n'y avait plus le goût, pantoute, je pense en tout cas, de s'en aller se perdre dans les maquis d'Extrême-Orient. C'était leur belle grosse saison. Moi, j'avais pas de voix du tout. J'étais absolument pas destiné à faire des émissions commerciales à succès. Et puis, j'étais reporter, ce qui n'était pas considéré comme un métier très, très d'avenir à ce moment-là, à radio ou à télévision. Et puis, je suis parti vraiment, c'était un peu faute de combattant. Heureusement, ils ont pensé, tiens, dans un coin, il y a un reporter là, qui a déjà travaillé dans des choses comme ça. En route vers la Corée, le reporter à la voix éraillée s'arrête à Tokyo. C'est de là qu'il envoie ses premiers reportages, enregistrés dans un studio improvisé. Des reportages qui ont retenu l'attention de Michel Roy. Cette interview vous est parvenue de nos studios temporaires où fonctionne tant bien que mal un éventail, où il fait quand même à peu près 90 degrés, où tout le monde est en sueur, car c'est la température actuelle à Tokyo. Nos studios temporaires, donc, dans la cave de notre hôtel Marunouchi, à Tokyo. L'opérateur de Radio-Canada, au Japon et en Corée, Norman Eaves. Ici, René Lévesque, qui vous parle de Tokyo. C'était donc en juillet 51, René Lévesque arrivait en Asie, il fait un arrêt à Tokyo, bien sûr, et à Tokyo, il découvre un peu l'Asie, le climat qui régnait là, les soldats qui venaient de Corée faire leur permission au Japon, l'intensité qui régnait dans cette grande ville. Il est important de savoir un tout petit peu à quoi s'en tenir sur la situation actuelle, les perspectives, sur l'état d'esprit, autant que possible, du peuple japonais. C'est une tâche qui est absolument impossible, évidemment, pour quelqu'un comme votre serviteur qui est ici depuis une semaine. Mais on trouve à Tokyo des gens qui savent. Il fait un topo qui m'est resté gravé dans la mémoire, je dirais dans le cœur, parce que c'était vraiment très lyrique en même temps. Et ça annonçait l'homme qui va voir la guerre de plus près. Les rapports parvenaient d'heure en heure, demi-heure en demi-heure, des compagnies qui sont en avant. L'artillerie tirait, à l'occasion, celle qui se trouve à Toronto, justement, a trouvé un Chinois mort devant ses lignes, sans identification. Ça et là, il y a eu quelques accrochages légers. Et vers 5h30, le jour a commencé à paraître. L'heure la plus froide et la plus énervante de toute la nuit. Et maintenant, c'est de nouveau le matin. Une batterie près de Limjin a commencé à tirer sur un objectif qu'on ne voit pas. Le quartier général tactique du bataillon est remonté à ses positions d'hier et une nouvelle journée de cette opération de patrouille du Royal Canadien commence. Je pense que le meilleur reportage qu'on avait fait en Corée avec Norm et les autres, c'était avec une gang de gars du 22 à pluie. Il est 11h du soir. Il fait noir et les 1000 hommes du bataillon sont perdus au fond de ce blackout. Comme des mouches à feu, on voit seulement briller, s'éteindre la lueur des cigarettes. Et quelques bouts de conversation fusent ça et là dans les ténèbres, étouffés le plus souvent par la grande clameur des grenouilles et des cigales qui montent des marécages. Sans qu'on me voie, j'ai approché mon micro d'une tente où 2 hommes étaient en train de parler tranquillement. Il parlait
Et si on pouvait être chez nous, baptême. Si on pouvait être chez nous, tabel, bon. Si on pouvait être chez nous, bon. Et c'était extraordinaire. Sauf que c'était à l'époque où on ne pouvait pas sortir ces affaires-là à la télévision, puis Yves ne parlait pas français. On est revenu à Séoul avec ça, on savait que c'était bon. Moi, je viens de la plus belle place du Canada, dans le 22. Bécomo. Des belles grosses rivières qui coulent à l'année, puis des beaux lacs. On fait pas... sur chaque montagne, un lac. On arrête des belles truites là-dedans. L'hiver, on n'est pas capable de sauter une montagne sans voir un caribou. Mais une bonne truite, pensez-vous pas que ce soit pas bon? Oui. Ah ben bon, ça montrerait qu'on prend nous autres mêmes. On a passé la nuit à enlever, bon, tu sais, et le saumon de la Côte-Nord, j'ai dit à Norm, j'ai dit, hey, écoute, il faut que tu coupes à partir de nord, là, c'est plus bon, là. Bon, puis dans le temps, c'était artisanal. Désacralisé. Alors, pour faire une longue histoire courte, quand on a eu fini, là, on avait tout recollé ça, puis c'était à peu près propre, là, puis ça a été bon, d'ailleurs. Et puis à peu près 3 semaines après, j'ai reçu une petite bobine, avec tous des petits bouts, collés ensemble. C'était mon riz, c'était des onomatopées. Toi, puis t'es maudit cadavre. J'ai dit, tiens, livre-là, des sacs. Duplessis, moi, c'était un avocat de Trois-Rivières, un avocat de ville moyenne, si vous voulez, bon, de bonne famille. Autrement dit, il faisait partie, par son héritage personnel, des notables. Et ça, c'était vraiment les vieux piliers de la société. Alors, on peut dire que Duplessis, moi, je le vois un peu comme ça, a joué le rôle, pendant que la société changeait, puis effervescait, puis se demandait pas mal de questions sans réponse. Duplessis a joué le rôle un peu d'un couvercle sur une bouilloire. Il était là, c'était normal pour l'époque, il était là pour rabattre le couvercle, pour pas que ça change trop, puis que, autrement dit, qu'il y ait des choses folles, entre guillemets, qui puissent se faire dans une société aussi bien ordonnée que la nôtre. Peut-être la clé de tout ça, comme symbole, c'est la grève d'asbestos. C'est en 49, je pense, où il s'est agi vraiment, non pas seulement de bloquer une grève ou si vous voulez, de contrer les grévistes, mais littéralement moi, à mon humble avis, d'essayer de voir s'il n'y a pas moyen de commencer à détruire un peu ce côté revendicateur qu'a représenté les syndicats. Le soir du 16 juillet 52, le gouvernement de Maurice Duplessis est réélu avec 68 sièges et 50 % du vote. René Lévesque est à Trois-Rivières pour la soirée électorale de Radio-Canada. Voici M. Duplessis qui vient de descendre avec le sourire que vous imaginez facilement, le sourire de triomphe, et qui est en train de serrer la main de ses amis. En ce moment, c'est une très jolie trifluvienne. Je suis à peu près au 4e ou 5e rang et je vois qu'il se prépare à parler. Dans un instant, vous entendrez le premier ministre de la province de Québec. Mesdames les électrices et messieurs les électeurs de la province de Québec, la campagne électorale qui vient de se terminer a été, de la part de nos adversaires, une des campagnes les plus malpropres dont la province de Québec a été témoin depuis au moins 50 ans. Le peuple, poli, courtois, comme d'habitude, et suivant une vieille tradition, a rendu un verdict condamnant une fois de plus ces tactiques malheureuses. Mais maintenant que la lutte est terminée, le gouvernement de l'Union nationale et le gouvernement de toute la population de la province. 2 ans plus tard, Duplessis crée un précédent. Il décide unilatéralement de lever un impôt de 15 % sur le revenu des particuliers. La rencontre historique, début octobre 54, à l'hôtel Windsor, à Montréal, entre le premier ministre canadien Louis Saint-Laurent et le premier ministre québécois Maurice Duplessis, est couverte par René Lévesque. Vous donnez l'impression que vous avez tenu votre bout. C'était une conférence, comme je vous dis, une réunion amicale où M. Saint-Laurent a donné sa manière de voir, j'ai donné ma manière de voir, et nous avons discuté les moyens ou les possibilités de concilier les différents points de vue sans sacrifier les droits ni du fédéral ni de la province. C'est parce qu'on a hâte de payer le même total que tous les autres, comprenez-vous? Le même total de quoi? D'impôt! Payez-vous l'impôt sur le revenu? Oui. Et là, vous n'êtes pas content des écoles, des hôpitaux? Hein? De payer quelque chose pour instruire notre jeunesse, pour soigner nos malades pauvres?
On voudrait avoir pour... Ça me surprend. On voudrait avoir pour le même prix que les autres. Comment? On voudrait avoir pour le même prix que les autres. Ah, ben, mon Dieu, quant à moi, j'ai toujours été prêt à ça. Et sur un dernier éclat de rire, la serviette et le chapeau à la main, le paletot brun joyeusement déboutonné, M. Duplessis s'en va, en refusant, avec un sourire, de se laisser photographier avec son hôte. Nicole Germain anime Votre choix, le 5 octobre 66. Pour choisir avec nous ce soir, notre invitée est venue tout spécialement de New York, où elle occupe depuis quelque temps déjà des fonctions très importantes. Elle est d'ailleurs la première femme chez nous à occuper un tel poste. C'est avec beaucoup de joie que j'accueille ce soir Judith Jasmin. Bonsoir Judith. Bonsoir Nicole. Vous voulez bien nous présenter tout de suite votre premier choix, parce que je crois que vous allez faire plaisir à tout le monde. Vous pensez? Je pense. Eh bien oui, c'est quelqu'un qui a un petit peu plus de temps de libre depuis le 5 juin dernier, je pense. Enfin, il a eu le temps enfin d'accepter cet après-midi de venir. Ben, vous savez, c'est très relatif parce que c'est pas sans peine qu'on a pu avoir René Lévesque avec nous. Enfin, il est ici, notre prisonnier pour quelques minutes, profitez-en. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Oh, je l'interviewe ou il m'interviewe? C'est difficile hein, quand on a fait le métier tous les deux. Moi, j'aime autant poser les questions d'abord. Ah oui, ben, si alors, vous voulez disons commencer. Vous commencez au commencement. Moi, je vais commencer par dire une chose, si vous permettez. Bonjour, Judith. Bonjour, René. Je suis touché à part ça parce que vous m'avez choisi, malgré que si on remonte là, pas trop loin dans le passé, parce que moi, je pourrais me vieillir, mais pas vous. Je ne sais pas non plus. C'est pas si loin que ça, d'ailleurs. Il me semble que la façon dont on s'est connus, c'était plutôt un mauvais souvenir pour vous. Oui. Non, c'est vrai que c'était pas très agréable, les débuts au service international. Et ça m'a pris un petit moment à être d'accord avec vous sur plusieurs sujets, d'ailleurs. On n'était pas d'accord sur beaucoup de choses. Moi, c'est drôle, les souvenirs qui m'en restent, c'est qu'on n'était jamais d'accord. Oui, peut-être. Après avoir quitté le service international, René Lévesque et Judith Jasmin lancent, à l'automne 53, sur les ondes de Radio-Canada, la première émission quotidienne d'affaires publiques, Carrefour. Mais leur collaboration n'est pas que professionnelle. Depuis quelques années déjà, Judith est secrètement amoureuse de René. La journaliste Colette Beauchamp a révélé cette passion dans la biographie qu'elle a consacrée à cette grande journaliste en 92. Elle nous raconte leur histoire. La première fois qu'elle voit Lévesque, je pense que c'est carrément le coup de foudre, mais c'est pas quelque chose de voulu. C'est un jeune marié, René Lévesque. Donc, mais c'est cet homme qu'elle trouve très énergique, qui a plein d'idées, qui est original, qui a peur de rien, qui n'a pas peur de l'improvisation. Elle, ça l'inquiète beaucoup plus. L'improvisation, elle n'a pas cette espèce de talent qu'aura toujours René Lévesque. Elle dira de lui, à 24 ans, c'était un homme fait. Parce qu'elle a 6 ans de plus que lui, déjà. Pendant 4 ans, c'est comme un amour secret, une passion secrète qu'elle n'oserait jamais. Je veux dire, je suis même pas sûre qu'à cette époque-là, elle l'ait confié autour d'elle, pas du tout. Et il va avoir un drôle de hasard parce que comme c'est une toute petite équipe, ils ne vont jamais en reportage ensemble. Et tout à coup, la direction va les envoyer ensemble dans le Nord québécois, dans une région minière, faire un reportage où ils inspectent les lieux, ils se promènent, ils cherchent des lieux. Et tout à coup, ils vont s'asseoir sur une roche pour se reposer. Et il va brusquement l'embrasser et elle va écrire dans son journal personnel, c'est comme si je l'avais connu et aimé dans une autre vie. Ici Judith Jasmin et René Lévesque qui vous parlent de Londres. Hier dimanche, dans toutes les églises d'Angleterre, des milliers de sujets ont prié pour leur jeune reine, pour qu'elle ait la force de supporter non seulement la journée épuisante du couronnement, mais pour que son règne soit long et heureux. Is Your Majesty willing to take the oath? I am willing. L'archevêque de Canterbury est en face de la reine. Il prend la couronne, l'élève. Élisabeth II est couronnée. C'est bien vous deux, Gérard Arthur et René Lévesque, qui étiez sur le parcours et qui avez d'ailleurs décrit d'une façon remarquable ce que vous avez vu. Alors on aimerait... Quand ils sont à Londres, il y a le directeur de la programmation et sa femme qui travaillent lui aussi là. Ils sont dans un hôtel et Judith et René sont déjà dans un autre hôtel. Ensuite, ils vont partir, ils vont faire un séjour Paris-Normandie. Et je pense que c'est un peu leur lune de miel. Ça continuera pas très longtemps. Et ils vont quand même continuer à travailler ensemble. Et voici enfin un bloc massif
en briques rouges, aux lignes simples et purement fonctionnelles, le foyer de la ville, le Shakespeare Memorial Theatre. Ici, les plus grands interprètes britanniques acceptent volontiers de jouer pour la foule des fidèles qui viennent de tous les coins du monde. La grande voix de Shakespeare qui ne dédaigne ni les hurlements, ni les cris, ni les gags, on la retrouve là, dans cette scène du procès, au dernier acte du Marchand de Venise. Les décors sont mobiles, stylisés, et suggèrent la grâce un peu mièvre de Venise à son apogée. Cette atmosphère amoureuse, cette éternelle fête galante, la mise en scène la souligne avec art. Et c'est au retour du couronnement d'Élisabeth que Judy Jasmin et, c'est-à-dire René Lévesque et Judy Jasmin, vont passer à la radio de Radio-Canada pour faire l'émission Carrefour. « 15 minutes sur la scène et parfois aussi dans les coulisses de l'actualité. » Ces jours-ci, Radio-Canada diffuse les grandes conférences organisées par l'Institut canadien des affaires publiques, et dont la vedette, si l'on peut dire, est un Européen, M. Hubert Beuve-Méry, l'un des plus célèbres et des plus respectés des journalistes français de l'heure. C'est mercredi soir qu'il parlait, et que l'interview suivante vous serait parvenue normalement si le baseball majeur ne déplaçait pas en ce moment tous les sujets mineurs. Et c'est là, je pense, où ils se rejoignent comme des alter-ego. Ils utilisent toutes les formules, l'entrevue, le document, les sondages, et ils s'intéressent vraiment aux questions, comment se fabrique le tabac, aussi bien que le chômage, aussi bien que la politique, aussi bien tous les sujets. Et même, il y a Judy Jasmin qui va aborder l'avortement. On est en 53. Alors, ça montre un peu quel sang neuf ils insufflent en même temps qu'ils créent le service. Vous m'avez convaincu peu à peu, surtout au moment de la Corée, les reportages que vous avez faits en Corée à l'époque. Là, j'ai compris que la vie, la vraie vie, c'était plus important que ce qu'on pouvait imaginer au théâtre. Je ne sais pas si c'est permis de dire ça. C'était vrai à condition qu'on sorte du service international. Peut-être, oui. De s'adresser, en somme, à nous autres, un public réel. Et à Carrefour, quand ils sont là, ils travaillent vraiment comme de fous. Hein. En 4 mois, ils font 134 émissions parce qu'ils ne font pas que Carrefour. Ils font des hors-séries, ils font une émission hebdomadaire en plus, ils contribuent à la revue de l'actualité. Les milliers de personnes qui remplissent en ce moment le hall d'honneur de l'Hôtel de Ville, c'est une mer humaine dont les figures se tendent vers celui qu'on a attendu près d'1 heure. J'aperçois M. Pacifique Plante, le célèbre Pax Plante, qui a été le collègue de Jean Drapeau durant la fameuse enquête sur la moralité. Voici les deux hommes côte à côte devant la batterie des microphones. L'évêque, avec le tempérament qu'il avait, c'était un peu trop, hein. Judy Jasmin, là, pour lui, ça devait être pas évident tous les jours parce que elle avait peur de rien. Pas peur de le contredire, pas peur de le taquiner fort et tout ça. Et il faut être assez fort comme homme, probablement, pour vivre ça. Mais je pense qu'ils avaient l'un pour l'autre un immense respect et un immense À l'automne attachement. 52, Judy Jasmin s'adresse pour la première fois aux téléspectateurs. C'est ce soir, samedi 6 septembre, que se déroulent à Montréal les cérémonies d'inauguration de la télévision canadienne. Devant ce micro presque anachronique, j'ai le sentiment d'être dépassé par la nouvelle venue. C'est un petit sentiment de vieillissement, de regret, n'est-ce pas ? Les premières rides de la radio, c'est ce soir que nous les apercevons. À partir de ce soir, il nous faudra compter avec la télévision. Concurrence, le mot est peut-être fort, stimulant en tout cas. Et peut-être, à cause de la télévision, rajeunissement de la radio. Donc, la radio n'est pas morte et vive la télévision. Je me souviens de mon petit gars le plus vieux, là, mon fils, qui avait, quelque chose comme 3-4 ans, quand le premier appareil de télévision, au début des années 50, est entré dans la maison. Il était à peu près haut comme ça, là, il était à peu près à la hauteur de l'image. Et il y avait un avion qui entrait sur l'écran, et puis il traversait l'écran, je ne sais pas ce qu'il y avait autour, et puis il sortait à l'autre bout, puis l'action continuait. Alors, le petit gars, il regarde ça, il dit « Oh, l'avion! » Et puis quand il est sorti, il dit « Ah,
Où y est l'avion? Où y est l'avion? Puis là, il commençait à faire le tour de l'appareil, voir où ce qui était passé, le sacré avion. Mais on voyait à quel point ça pouvait brasser, à cet âge-là, les esprits, puis à tous les âges, jusqu'à un certain point. L'avènement de la télévision bouleverse tout le monde, et ça inclut les artisans de la radio. 3 ans après l'entrée du petit écran dans les foyers canadiens, en 1955 donc, Radio-Canada crée une version télévisée de l'émission Carrefour. Passage pas évident de René Lévesque aux nouveaux médias de l'époque. Pierre Godin et Jacques Languirand. Au début, il va la bouder et la télévision va le bouder à cause de son physique. On ne savait pas qu'un gars comme René Lévesque, chauve, plein de tics nerveux, qui fumait comme un sauvage, comme on disait à l'époque, qui avait une voix effrayante, passerait à la télévision. Il y a eu de la résistance à ça. Judith Jasmin a fait le passage beaucoup plus rapidement que lui. La première réaction, ça a été, quand je fais ça, c'est une nouvelle affaire-là. On se sentait les vétérans, tu sais, et c'était de la nouveauté, c'était à toute fin pratique des intrus qui arrivaient. Bon. Alors, on était réticents. On travaillera peut-être dans la télévision, mais on connaît la radio, puis ça, t'avais presque l'impression que ça allait passer. Puis au bout d'à peu près 3-4 mois, là, ça s'est renversé, puis vite, parce que le public s'est mis à manger de la télévision. Alors on se sentait abandonné. Et finalement, il a fallu travailler à la télévision, autrement on serait disparu dans la brume complètement. Il fallait faire les deux. Je crois que nous étions beaucoup plus conscients que les gens de la direction de ce que René était en train de faire, c'est-à-dire d'apporter une nouvelle forme, un nouveau langage journalistique. On nous a transféré notre Carrefour à la télévision et c'est comme ça qu'on a un peu appris le métier sur le tas. Et Judith Jasmin, qui demeure une femme absolument inoubliable, Languirand, qui était aussi fantaisiste à l'époque, mais un peu moins parti. Radio-Canada ne voulait pas qu'il fasse Carrefour Télévision. Et c'est son équipe, vraiment, qui s'est battue pour dire, écoutez, s'il est tellement dynamique et formidable à la radio, pourquoi il ne serait pas à la télévision, malgré qu'il soit chauve, qu'il soit pas beau, qu'il fume la cigarette, etc. Et finalement, là, c'est comme ça. Vraiment, il s'est introduit par la petite porte avec l'appui de ces gens autour de lui. Mais c'est toujours le même petit noyau, là, les Languirand, Tremblay. Carrefour est très heureux de vous présenter l'invité de Wilfrid Lemoine, Mademoiselle Anne Bourassa, fille d'Henri Bourassa. Eh bien, Mademoiselle Bourassa, nous connaissons dans l'œuvre de votre père Le Devoir, dont nous avons ici un très précieux numéro. C'est le premier Moi, j'ai numéro. beaucoup appris de René aussi, je vous dirais. J'ai appris de lui quelque chose que lui-même venait d'apprendre pratiquement, c'était l'importance de travailler à la bibliothèque pour avoir la paix et pour avoir la documentation, etc. Puis tout le travail d'écriture qu'il faisait pour préparer les reportages, etc. C'était vraiment... il faisait un travail extrêmement rigoureux. Et pour nous, c'était vraiment l'école. Votre secret à vous aujourd'hui, est-ce que vous voulez nous le révéler? Pour qui vous êtes? Oh, je suis pour Monsieur Duplessis. Ah bon? Et pourquoi? Pourquoi? Bien, parce que d'après mon opinion, ça a toujours été un bonhomme qui a toujours fait son devoir, d'après moi. Alors la campagne de l'opposition vous a pas changé les idées du tout? Non, du tout. Et à propos, est-ce que votre mari serait d'accord avec vous s'il était là? Non, il est pas sur mon côté. René était plus proche du Vox Pop que Judith l'était, hein, d'une certaine façon. Là, c'est vraiment en effet lui qui est le créateur, entre guillemets, du Vox Pop. Il n'y a pas René, je veux dire, il n'y a pas de doute là-dessus. Alors nous, on a suivi, là, on est parti avec ça, puis on l'a fait, non plus seulement en radio, mais on l'a fait avec la caméra. Vous êtes nationaliste? Oui. Alors, qu'est-ce que c'est bien? René Lévesque, d'après moi, n'a jamais triché. Et j'ai la ferme conviction, quant à moi, que quelqu'un qui ne triche pas finit par avoir un charisme et finit par rejoindre les gens d'une certaine façon. Le charisme de René reposait sur sa ferveur, sur son dynamisme et reposait aussi sur... René Lévesque a appris à jouer aux cartes quand il était tout petit avec sa grand-mère Alice, à Rivière-du-Loup. Il continue une fois rendu à Radio-Canada. Des témoins de cette époque, Pierre Nadeau et Jacques Lalonde. À Radio-Canada, dans les premières années où on avait des parties de fous. Des parties qui commençaient chez les techniciens vers 5-6 heures le vendredi soir et qui roulaient jusqu'au lundi matin sans arrêt.
Alors, quand tu étais premier arrivé, premier servi, tu prenais ta place à table, puis quand tu avais certains besoins de disparaître, soit pour dormir 2-3 heures ou purement la nature a aussi ses droits, on faisait signer un reçu par le gars qui prenait la place de façon à ce qu'au retour, il remette la place. Le paquet de cartes sortait assez vite dans certaines circonstances. Mais il jouait toujours avec les mêmes personnes, mais moi, je n'étais pas particulièrement intéressé par les cartes, mais j'étais intéressé de voir jusqu'à quel point René déclenchait ça vite à une certaine époque de sa vie. Il sortait son paquet de cartes presque aussi facilement qu'il sortait son paquet de cigarettes. On m'avait demandé de prendre la présidence de l'Association des techniciens. Ce qui fait que l'organisation de la salle de repos des techniciens me tombait sur les bras. Et ça allait très bien jusqu'au jour où j'ai appris qu'on jouait aux cartes. Puis c'est Lévesque qui avait parti auparavant, on jouait aux 500, il n'y avait pas de problème. Mais là, ça avait changé, c'était devenu du poker. Et Lévesque, évidemment, à ce moment-là, je travaillais pour lui. Moi, c'était mon patron. Alors, je l'ai maudit à la porte. Je l'ai mis à la porte. J'ai dit, René, je veux pas te voir ici. Les salaires, ils passaient des fois, c'était fou. Mais j'ai jamais fait d'excès. René Lévesque est l'un des 2 journalistes qui accompagnent le ministre canadien des Affaires extérieures, Lester B. Pearson, en Union soviétique en septembre 1955. Une visite d'autant plus importante que Pearson est le premier des ministres des Affaires étrangères de l'Occident à se rendre à Moscou depuis le début de la guerre froide. Voici 2 extraits de reportage de René Lévesque pendant son séjour en URSS et un bout de l'entrevue qu'il accorde à son retour à son collègue Jean Ducharme. Voilà maintenant 10 jours que nous sommes en URSS. Nous avons vu et sincèrement admiré, dans bien des cas, les grandes attractions de Moscou. Depuis son métro, ultra luxueux mais qui marche efficacement, jusqu'à son ballet incomparable. Nous avons passé 2 nuits dans la Flèche Rouge, le rapide, le plus moderne des chemins de fer soviétiques, à quelques milles seulement de Yalta, cette petite ville méditerranéenne que Roosevelt et Staline ont immortalisée, se trouve le village de Mishor et la grande villa somptueuse où messieurs Bulganin, Premier ministre, et monsieur Khrouchtchev, qui n'est que secrétaire du parti, mais qui seul prend la parole, recevaient tous 2 l'autre soir monsieur Pearson. J'ai eu le plaisir d'assister au début de l'entretien et même de me faire appeler un peu plus près par M. Khrouchtchev afin que mon micro puisse enregistrer clairement la demande qu'il formulait. Voyons, dit-il à M. Pearson, pourquoi diable ne sortez-vous pas de cette société douteuse qu'on appelle le pacte atlantique? Alors René, la question qui se pose à notre esprit est évidemment de savoir quelles sont les conditions de travail d'un reporter occidental. C'est assez complexe. Officiellement, on ne vous dira jamais non. Si on veut un interprète ou un guide, ben alors à ce moment-là, on se met entre les mains de gens qui appartiennent au régime et on devient automatiquement, on est obligé d'être prudent, de faire attention. Mais si on veut partir tout seul, si on parle le russe, ce qui n'est pas mon cas hélas, mais qu'on peut baragouiner quelques mots, puis il y a toujours quelqu'un qui parle un peu de français ou d'anglais, on peut se débrouiller. Je parlais à la française. Oui, vous parlez bien, mais quel âge avez-vous? Attendez, je vais essayer de le dire en russe. Adin, dva, tri... 1, 2, 3... Non, vous, quel âge? Année. Vous avez? Vous avez... 11 ans? Vous avez un... Quel est votre nom? Как вас зовут? Je s'appelais... Après quelques 2 semaines en URSS, étourdis, harassés, on se rend compte qu'on a perdu passablement la perspective de Montréal ou d'Ottawa et qu'il est plus sûr de ne parler que de ce qu'on a vu ou entendu personnellement. Ici René Lévesque de Radio-Canada qui vous parlait de En octobre Moscou. 1956, Radio-Canada met à l'antenne, le dimanche en fin de soirée, l'émission Point de mire, animée par René Lévesque. Cette émission fait de lui la grande vedette de l'information à la télévision et crée un nouveau style d'animation en affaires publiques. Plusieurs extraits des émissions Point de mire ont été conservés aux Archives nationales du Canada. Nous vous en présentons quelques-uns, en plus des témoignages du réalisateur Claude Sylvestre, de la script assistante Rita Martel et de Pierre Nadeau.
Dans ce studio, une équipe de Radio-Canada va tâcher cette année encore, à l'aide d'images, de cartes géographiques, de tableaux noirs et de tous les moyens du bord, de jeter un coup d'œil sur les principaux événements de chez nous et d'ailleurs, en faisant de son mieux à tout le moins pour ne pas les obscurcir davantage. Et cette fois-ci encore, pour vous accompagner à travers ce labyrinthe hebdomadaire, voici René Lévesque. Bonsoir. Ça a été une semaine terriblement mouvementée partout à travers le monde, où il y a eu des nouvelles tapageuses, un peu dans tous les coins, et qui ont fait, la plupart du temps, un bruit qui était plutôt déplaisant pour des oreilles occidentales, des oreilles comme... Je pense que cette émission-là demandait au moins quelque chose comme entre 75 et 90 heures de travail par semaine. J'ai déjà fait la moyenne dans le temps. Et au moins la moitié, à peu près 30-40 heures, c'était de la lecture, des notes à prendre, de la consultation, forcément. Par exemple, cette semaine, il y a eu des incidents très graves en Amérique latine, au Pérou, à peu près ici, et au Venezuela, qui est exactement ici. Des incidents où l'Américain numéro 2, qui est de plus en plus l'héritier présomptif d'un président qui est malade et affaibli, le vice-président Nixon, il a été littéralement lapidé au Pérou et littéralement couvert de crachats au Venezuela par des foules sorties de leur gonds. L'autre moitié du temps était de travail de préparation visuelle, c'est-à-dire des fois aller chercher des bouts qu'on tournait nous-mêmes, mais aussi un terrible travail dans la morgue, c'est-à-dire l'arrière-plan des événements et faire du montage. Moi, c'est toujours ce qui m'a fasciné le plus, c'est le montage, c'est-à-dire de trouver là-dedans une sorte de lien qui permette d'illustrer ce qui se passe. Là, on mettait tout ça ensemble avec Claude et puis son assistante qui était Mme Martel, Rita Martel. Et on était la même équipe pendant les 3 ans et un peu plus que ça a duré. On voulait par tous les moyens possibles aller en Algérie, parce que c'était en pleine guerre d'Algérie. Et il fallait des visas pour aller en Algérie. L'ambassade de France avait fait dire à Radio-Canada qu'il n'était pas question qu'un journaliste du nom de René Lévesque mette les pieds en Algérie. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait interviewé Abdelkader Chanderly. Chanderly qui était représentant du FLN, du Front de libération, de l'armée de libération algérienne. Puis ça, à l'époque, l'ambassade de France ne l'avait pas pris. Vous avez un pays qui est grand, 1 million de milles carrés à peu près, qui va jusqu'au fond du Sahara, 2 fois comme la province de Québec. Mais là-dedans, dans 1/10 seulement à peu près du territoire, dans le nord, vous avez toute la population, ou à peu près. Et c'est un mélange où vous avez 1 million d'Européens, évidemment évolués, qui ont à peu près le même niveau de vie qu'en France, 1 million à peu près de musulmans qui ont le même standard de vie, on les appelle justement les évolués, ou les adaptés, ou les annexés. Et puis, une masse de 8 millions de musulmans qui, eux, sont des clochards, des manœuvres, qui, dans l'immense majorité, pour l'immense majorité, ne savent ni lire ni écrire. Alors, il s'agit de remonter ces gens-là au niveau de la France, de la métropole et des privilégiés algériens. Il travaillait beaucoup à la bibliothèque le dimanche très tôt le matin. On faisait la générale, enfin l'enchaînement, ensuite il se retirait, il continuait à faire des petites corrections sur son texte. Il ne faisait jamais des phrases complètes. Nous, il nous faisait des schémas, c'est-à-dire qu'un bout de texte qui faisait 1/3 de page pouvait durer 18 minutes. Alors, il fallait lui dire couper, bon. Mais il n'était pas si mal que ça. Il a rarement fait plus de 45 minutes pour en faire 28. Je pense que tu ne peux pas faire une sorte de one-man show, si vous voulez, avec un texte, ça ne tient pas debout. Il fallait que ce soit des notes extrêmement précises, qui étaient le corps, ou, si vous voulez, le squelette de l'émission, avec des bouts de texte pour accompagner les images, le montage d'images, parce que là, il faut être très précis dans le minutage, et rebondir sur des notes. La seule façon de faire ça convenablement, c'était de l'écrire à la main, ce que j'ai toujours fait, d'ailleurs, ça te rentre dans l'esprit, là. D'élaguer ensuite, d'être sûr que tu arrives avec un scénario, juste note, et puis là, de le faire 3-4 fois tout seul dans un coin. L'émission se faisait en direct. Au studio, je pense que c'était le studio 41, qu'on l'appelait, au 3e étage de l'ancien immeuble de Radio-Canada. Alors moi, tout ce que j'avais à faire, c'était... je me souviens même plus ce que je disais, mais c'était bon, ça devait être quelque chose en disant Radio-Canada vous présente Point de Mire, voici René Lévesque, et puis à la fin, je mettais ça à l'imparfait. Mais j'ai eu l'occasion, faisant ce remplacement à quelques reprises, d'observer René qui marchait de long en large, avec des textes à la main, qui jetait un coup d'œil dessus, fumant comme une cheminée, et très concentré sur ce qu'il faisait. Je dis, comment ça va, René? Qu'est-ce que tu fais de bon? Et ainsi de suite. Il me regardait à peine. Il était vraiment très, très, très braqué sur son truc.
Et je me suis rendu compte que cet improvisateur fabuleux, à la télévision, et Dieu sait s'il l'a démontré dans toutes sortes de circonstances, et puis en particulier dans Point de mire, était bien préparé dans ses improvisations. Juste avant d'entrer en onde, là, quand je donnais 3 minutes, 2 minutes, 1 minute 30 secondes, là, à 1 minute, je criais au régisseur, dis-lui de descendre ses manches de chemise et de mettre sa veste. Il n'avait jamais le temps de dérouler les manches de chemise. Il mettait sa veste. Et moi, je trouvais pas ça élégant, le poignet sans manches de chemise, je trouvais pas ça très beau. Quelquefois, il me taquinait, il me disait, bon, j'ai comme invité Jacques Parizeau. Vous allez être contente, lui, il est bien habillé. Et ce qui me donnait de temps en temps des sueurs froides, il arrivait dans le studio 15 secondes avant le début de l'émission. Il était dans le corridor, fumant comme une locomotive. À partir du moment où on disait « fade in », on savait que pendant 28 minutes, on était solidaires les uns des autres et que si on faisait une erreur, ben, il y avait, je sais pas, moi, 300 000 personnes qui voyaient l'erreur. On verra sur quoi cette crise française va déboucher, mais c'est vraiment une crise fondamentale pour cette 4e République qui dure depuis la guerre. Là-dessus, bonsoir et à la semaine prochaine, si vous voulez bien. Maintenant. La dernière émission de Point de mire a été diffusée le 30 juin 59. Et si l'information, c'est vraiment un métier, ben, il faut donner les faits désagréables, aussi bien que les autres, et laisser parler aussi ceux qui sont mécontents, aussi bien que ceux qui sont satisfaits. Parce qu'autrement, l'information, ça devient comme une espèce d'agence de publicité pour faire plaisir uniquement aux gens satisfaits, comme si on était des touristes à qui il faut montrer seulement le beau côté des choses. Et ici, à cette émission, depuis 3 ans, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on a essayé de ne pas faire un programme pour touristes. Avec les moyens qu'on avait, de notre mieux, on a essayé de donner, de faire rentrer tous les faits qu'ils pouvaient, et uniquement les faits, dans 30 minutes. Et si parfois il y a des opinions personnelles qui se sont mêlées avec les faits à l'occasion, par accident, ben, et s'il y a des gens que ça a pu indisposer, ben, il n'y a pas besoin de vous dire que je le regrette infiniment. Et puis là-dessus, comme il a été décidé que cette expérience, probablement assez risquée, avait assez duré, et que c'est ce soir la dernière émission de la série, bien, il reste juste à remercier rapidement d'abord ceux qui ont permis de la maintenir à l'horaire pendant 3 ans et de faire l'expérience, et puis ensuite ceux d'entre vous qui avaient eu non seulement la patience de la suivre, mais aussi souvent de faire savoir ce que vous en pensiez. Et puis enfin, et pour une fois en leur laissant un peu de place sur l'écran, tous ceux que vous n'avez pas vus d'ordinaire, mais qui la plupart du temps ont été en très grande partie responsables, en tout cas de tout ce qui a bien marché. Et là-dessus, bonsoir et merci encore une fois. En février 1960, René Lévesque se rend à New York interviewer Eleanor Roosevelt, l'épouse de l'ex-président américain, l'homme du New Deal, qui est le modèle de Lévesque en politique. Le journaliste de Radio-Canada est très impressionné par la forte personnalité d'Eleanor Roosevelt. L'entrevue est diffusée à Premier plan, l'émission qui succède à Point de mire. Rita Martel fait partie de l'équipe qui va à New York. Les interviews que j'ai trouvées les plus fascinantes, c'est celle d'une vieille dame qui était la veuve du président Roosevelt. Eleanor Roosevelt, quand elle était déléguée aux Nations Unies, pour les États-Unis, elle parlait un admirable français parce que c'était des vieilles familles américaines, de l'aristocratie, si vous voulez. Elle nous avait raconté qu'elle avait été élevée en français. Ses premières nannies, quand elle était toute petite, jusqu'à l'âge de 5 ans, c'était des nannies françaises et elle croyait que les parents parlaient anglais et que les enfants parlaient français. Je suis allée chercher Mme Roosevelt et nous avons pris l'ascenseur pour arriver à la salle de conférence. Et je ne peux pas vous dire ce que cette femme-là pouvait faire quand on était en sa présence. C'est banal de prendre l'ascenseur avec quelqu'un pour 2 étages. J'ai senti qu'elle me regardait. Je l'ai à peine regardée, ne serait-ce que pour être polie. Et cette descente de 1 ou 2 étages en ascenseur, je m'en souviendrai toujours. Il y avait comme une aura autour d'elle. Elle est entrée dans la salle de conférence, elle s'est assise, et là, René Lévesque a commencé l'entrevue. Parmi les agents les plus actifs du rapprochement entre les peuples, je crois que tout le monde dirait que Mme Roosevelt se classe au premier rang. Mais comment... Non, moi, je... Mais comment faites-vous pour maintenir un rythme comme celui-là? Vous pensez jamais à vous reposer? Oh non, je suis vieille naturellement, mais quelquefois, lorsqu'on devient vieille, on est plus forte. Et je suis encore très forte. Et je vis seule, je n'ai personne que je dois penser, est-ce que je serai chez moi ou non?
Alors, c'est très facile de faire ce qui semble être là à faire. Tout le monde a sûrement remarqué comment vous parlez admirablement le français. J'ai appris le français avant d'apprendre l'anglais. Ah bon? Mais j'ai bien des fois oublié de causer le français. Alors, quelquefois, je ne parle pas aussi bien maintenant. Il y a quelque temps depuis que j'ai parlé le français. Et ça veut dire que je n'aurai pas les mots dont je voudrais me servir peut-être. Mais ça revient très vite. Et ça paraît beaucoup. Merci beaucoup, Mme Roosevelt. J'aurais passé la journée à la relancer pour écouter cette femme-là à ce moment-là. Décantée, là, tout l'accessoire disparaissait, puis tu te disais, bon Dieu, elle est vraiment l'essentiel. Je pense qu'on peut dire qu'il a été bouleversé. Ça veut dire beaucoup bouleversé, mais ému. Et je peux pas vous dire autre chose. On est rentré de New York. On était plus silencieux que d'habitude. Concept, texte et entrevue, Jacques Bouchard. Recherchiste et adjointe à la réalisation, Micheline Richard. Narratrice, Céline Marie Bouchard. Technicien principal au montage et au mixage numérique, Sylvain Brunet. Montage numérique supplémentaire, Jean-Philippe Bolduc. Musique originale, Pierre Benoît. Recherche d'archives, Suzanne Gagnon. Archives, Radio-Canada, Archives nationales du Canada, Archives nationales du Québec, Office national du film, Télé-Québec et Denis Leblanc de l'Expo Musée de la radiodiffusion pour les archives de CKAC, CJMS et CKVL. Recherche musicale, Julie Morissette et Micheline Richard. Point de mire sur René Lévesque est une réalisation de Jacques Bouchard, une production de la première chaîne de Radio-Canada à Montréal. Point de mire sur René Lévesque, hors série. Peu avant d'être couronnée reine, la princesse Élisabeth effectue une visite d'1 mois au Canada. Cette visite royale fait l'objet d'une couverture importante par la radio de Radio-Canada. Plusieurs annonceurs et reporters, dont Judith Jasmin et René Lévesque, suivent pas à pas la princesse à travers le pays. La visite royale aujourd'hui, 11 novembre 1951. De Saint-Jean-Terre-Neuve, Son Altesse royale, la princesse Élisabeth, a fait ses adieux ce soir à la population canadienne. Demain, nous repartons pour l'Angleterre et le moment est venu pour vous dire adieu, ou plutôt au revoir et merci. Les mots me manquent pour vous exprimer mes sentiments. Partout où nous sommes passés, dans les 10 provinces, nous avons été accueillis avec une cordialité qui nous a fait ressentir en vérité que nous appartenons au Canada. De tous les, appelons ça les leaders politiques, si vous voulez, canadiens, je pense que je suis celui qui la connaît depuis le plus longtemps. Quand elle était la princesse, le premier voyage qu'elle avait fait ici, du Yukon jusqu'à Terre-Neuve, en passant par tout le Grand Nord, là, apparemment, ils avaient exprimé le désir de voir le Grand Nord. Alors, on s'est tapé le Grand Nord. Et je me souviens, on avait eu une sorte de petite réunion à la fin du voyage dans un petit port de pêche de Terre-Neuve, là, où le yacht royal était venu les chercher. La princesse et le duc ont été évacués aujourd'hui, littéralement évacués comme une arrière-garde en péril de l'île de Terre-Neuve. Après avoir déballé le sentier de chèvres qui mène au bas de la falaise, et de chaque côté duquel les pauvres maisonnettes de l'Anse du Portugal sont accrochées, quand l'escorte de motocyclistes de la police montée a débouché sur le quai minuscule, le quai des pêcheurs, qui s'avance dans la vaste baie Conception, les agents ont eu toutes les peines du monde à retenir leurs véhicules, que le vent menaçait d'emporter par-dessus bord. Les drapeaux de chaque côté du quai se déchiraient peu à peu, tant l'ouragan les fouettait avec furie. Et comme cet ouragan charriait des paquets de pluie, on avait remis sur la voiture le fameux toit en plastique transparent, tandis que le chauffeur avançait précautionneusement sur le quai, que les vagues avec leurs coups de bélier faisaient trembler. La princesse ne répondait que d'un geste un peu distrait aux acclamations de plusieurs centaines de villageois, de pêcheurs et d'écoliers qui s'étaient massés là pour lui dire bonjour.
Vous entendrez maintenant des extraits inédits des conversations hors antenne de Judith Jasmin et René Lévesque à Terre-Neuve le 11 novembre 51. À l'heure prévue, et attendra un signal, exactement comme un artiste de la radio, et quand la lumière s'allumera, elle prononcera une brève allocution qui sera entendue d'un bout à l'autre du pays, de cette île de Terre-Neuve jusqu'à l'île de Vancouver, et qui constituera son au revoir aux Canadiens, et qui sera d'ailleurs allocution qui sera diffusée d'un océan à l'autre. Alors jusque-là, nous retournons maintenant de Saint-Jean-de-Terre-Neuve à nos studios de Montréal. Allô Montréal? Allô Montréal? Je voudrais dire un mot maintenant à Lucien Côté. Allô Lucien? Es-tu là? J'espère que vous allez pouvoir faire quelque chose avec ça. On a été obligé de commencer à 10h30, pas avant, parce que jusqu'à la dernière minute, on ne savait même pas si le circuit allait être établi. CN, apparemment, n'en avait même pas entendu parler ici. Il a fallu crier au CN du Master Control pour faire établir une ligne. Ça, franchement, je ne comprends pas. Alors, le début du programme, le début de votre programme, va vous être feedé directement du Master Control par Judith Jasmin dans quelques instants, aussitôt qu'elle sera prête. Alors, s'il vous plaît, continuez, demeurez à l'écoute jusqu'à ce que Judith vous donne de ses nouvelles. Allô, Montréal. Vous avez entendu René, il semblait pas très heureux, j'ai pas entendu son émission. Ben, nous, on n'a pas été très heureux non plus. Ça n'a pas très bien été. D'abord, il n'y a pas eu beaucoup de sound effects. En fait, je pense qu'on n'a pas grand-chose à vous envoyer. J'ai un premier item qui est tout prêt, que j'ai enregistré là-bas, sur place, sur le quai. Il n'y a pas beaucoup de sound effects dans le background, enfin, que vous pouvez enregistrer. Je vais vous donner le temps de vous préparer. C'est un item qui va durer environ 3 minutes. Ça, ce sera le premier. Ce sera au début du programme, tout à fait au début. Ce sera le numéro 1. Et ensuite, ce sera un petit peu plus long entre le premier et le deuxième, parce que pour le deuxième, il va falloir spotter pas mal plus loin sur le tape. Alors, je repasse encore en revue. Je sais que vous avez compris, mais enfin, c'est juste pour être sûr. Ce que vous avez enregistré tout d'abord, c'est-à-dire René Lévesque, qui voudra vous dire quelques mots, il vient justement d'arriver, vous le numérotez 3. Toute la cérémonie aux morts et ce qu'il a décrit après sera numéroté 3. Passe à la fin. Ça enchaîne sur ce que je viens de dire. Ensuite, d'ici, vous avez reçu 2 items. Le premier de 3 minutes, vous le numérotez 1. Il passe tout d'abord. Bon, c'est entendu. Et puis alors, cette histoire là, que je viens de vous raconter, là, un peu longuette, ça passe en deuxième. Je crois que ça s'enchaîne, enfin, à peu près. Alors, bonne chance pour l'émission. J'espère que ça fait pas trop Catalogne. Je vous passe René. Merci Judith. Allô Lucien. Pour le début, excusez-nous, mais ça s'est fait tellement vite, puis le circuit n'était pas commandé. Ça, je sais pas qui est responsable, mais enfin, 10 minutes avant l'émission, le CN ne savait même pas qu'on allait dans l'air. Il a fallu qu'ils se battent ici pour avoir quelque chose. Si ça devait être commandé d'ici, tout était entendu hier. Moi, je m'en suis même pas occupé parce que cette partie-là, c'est pas nos oignons. Alors, il y a quelqu'un qui doit recevoir un coup de pied quelque part, mais je sais pas qui c'est. Comme d'habitude, il ne le recevra pas d'ailleurs. De toute façon, pour aujourd'hui, c'est tout. Judith aura quelque chose dans le feed de 12h30. Moi aussi, d'ailleurs, pour Roger Roland, la revue des arts et des lettres. Maintenant, Lucien, normalement, il devrait être à peu près 10h moins 10 à Montréal. 11h20, 10h20. Oui, 10h moins 10. Il te reste 40 minutes pour t'amuser. Extrait d'un reportage de René Lévesque aux Chutes du Niagara, le 21 octobre 48. Et maintenant, la journée de travail est terminée, c'est pas trop tôt, et comme le soir tombe, nous voici enfin, parfaits touristes, désœuvrés, écarquillant les yeux devant l'attraction la plus irrésistible d'Amérique du Nord et perdus dans la foule égoïste et charmante des nouveaux mariés. Pour ceux-ci, c'est l'heure du concert quotidien. Le carillon de Rainbow Tower, au-dessus de Rainbow Bridge, poésie du génie civil, le pont et la tour de l'arc-en-ciel, le carillon s'est mis en branle. Au clavier, c'est un jeune Canadien français, M. Vendette, qui a étudié son art au Canada, aux États-Unis et bien entendu chez les maîtres carillonneurs de Bruges.
nous pouvons maintenant flâner un peu dans un magnifique jardin à la française. Des allées géométriques qui longent des massifs de fleurs multicolores, un flamboiement qui serait tropical s'il n'y avait dans tous les coins ces arbres du nord, touffus et décoratifs, l'épinette et le sapin. Au-delà du jardin se dresse un grand palace moderne et derrière l'hôtel toute une ville industrielle que l'on n'aperçoit pas. Multitude d'usines où l'on fabrique de tout, argenterie, produits alimentaires et chimiques, pièces d'auto, mais tout cela camouflé par des remblais et de lourdes tentures végétales. Car la première industrie de Niagara, c'est encore, toujours, le touriste. Et le touriste, il veut avoir l'impression d'être ailleurs. N'importe où, mais ailleurs que dans son propre faubourg. Il veut se promener, comme nous, le long d'un gouffre sauvage, un vrai canyon scandinave, au fond duquel roule et tourbillonne un flot de marbre vivant, strié de blanc, de vert et de noir. Il veut s'approcher tout au bord du précipice, juste à l'endroit où l'arc-en-ciel qui bondit des profondeurs vient s'agriffer désespérément au garde-fou. Et si l'on va jusqu'au belvédère qui domine la cataracte, on a toujours cette impression d'être emporté soudain, balayé comme une plume dans un tonnerre. Et voilà, ce fracas, pour les comptables, c'est à chaque seconde 1 million de gallons, 45 000 hectos qui font une chute verticale de 50 mètres. Ce spectacle-là, il est immuable. Mais tout le reste qui est autour, ce pauvre Chateaubriand qui est mort il y a 100 ans à peine, ne s'y retrouverait plus. À la place de la forêt vierge, c'est un jardin français. Au lieu des cabanes d'écorce, un grand hôtel ultramoderne. Là où s'aventuraient jadis les coureurs de bois, fourmillent aujourd'hui comme des moustiques les guides pour touristes et les chauffeurs d'autocar. Les nobles Indiens, impassibles et fatalistes, ont cédé ce dernier joyau de leur empire aux amoureux et aux photographes amateurs de 9 provinces et de 48 États. Et quand vient le soir, sur cette frontière où retentissaient jadis de terribles cris de guerre, car les États-Unis sont là devant nous à 500 mètres, on n'entend plus maintenant que des roucoulements discrets et les notes légères des 55 cloches du carillon le plus beau, paraît-il, de tous les pays britanniques et qui joue en ce moment un vieil air de France. Le 17 mars 1954, le premier ministre canadien Louis Saint-Laurent revient d'un voyage officiel d'1 mois à travers le monde. Voici un extrait du reportage de René Lévesque. Dans un instant, l'avion va s'immobiliser. On aperçoit maintenant sous les projecteurs l'immense silhouette de plus en plus claire de cet énorme quadrimoteur de l'aviation canadienne, un C5 comme on les appelle, c'est-à-dire un super North Star, tout gris, avec une superstructure immaculée, toute blanche, et de grandes rayures rouges et blanches qui font un peu comme le dessin d'un éclair sur la carlingue. Et à l'intérieur de la cible blanche, qui est l'emblème de l'aviation, tout près de la queue, se détache en rouge la feuille d'érable du Canada. Et tous les invités qui constituent cette réception intime, il y a plusieurs centaines de personnes, comme je vous le disais, à peu près tout Ottawa est représenté. Tous les invités s'approchent et la portière vient de s'ouvrir et on aperçoit, au milieu des éclairs qui jaillissent dans l'obscurité là-bas, à peu près à 200 pieds de nous, on aperçoit la haute silhouette de M. Saint-Laurent que la foule acclame en ce moment. Et j'ai vu, au premier rang derrière l'escalier qui s'approchait de l'avion, M. Howe et M. Claxton, les premiers ministres intérimaires d'avant-hier et d'aujourd'hui, qui allaient saluer le chef du gouvernement. Derrière eux, presque tous les membres du cabinet, j'ai reconnu rapidement, derrière M. Howe, qu'on entendait en train de parler avec un ami. C'est Mme Saint-Laurent qui vient de monter à toute vitesse l'escalier pour aller embrasser son mari.
maintenant, le Premier ministre s'approche des micros en batterie qui sont là. Et comme il fait, encore une fois, terriblement froid, la déclaration qu'il va faire, sûrement dans les deux langues, ne sera pas longue. Et nous allons l'entendre dans un instant. Here, I come round on this side. Well, when the door was opened, the band commenced "O Canada," and I can assure you that it was a great pleasure for us all to be back in the land of "O Canada." We've seen some wonderful places, but we've come back prouder than ever of the fact that we're here and that we belong here, and that we're entitled to stay here. Puis, j'ai parlé les deux langues officielles de notre pays. À peu près partout où je suis allé, et j'ai trouvé des gens à qui ça faisait plaisir d'avoir l'occasion de causer en français et de nous dire en français qu'eux aussi appréciaient notre amitié et qu'ils voulaient que nous soyons assurés de la leur. Nous avons vu des pays magnifiques, des monuments splendides, mais nous revenons au Canada plus fiers que jamais d'être des Canadiens et d'appartenir à cette population dont vous-même vous faites partie. Puis je vous assure que nous n'avons pas grand-chose à envier aux autres, même si sur les grèves de Waikiki, on peut à cette époque-ci se baigner à la mer avec beaucoup de satisfaction. Le climat que nous avons est peut-être un peu moins tempéré que celui de certains des endroits que nous avons visités. Mais il est tout de même un climat qui nous fait bon de respirer quand on revient chez soi. Je vous remercie d'être venu nous saluer à notre retour et j'aurai d'autres occasions de vous faire part des impressions que j'ai rapportées de ce voyage, qu'il suffise pour le moment de vous dire que le Canada et les Canadiens ont beaucoup d'amis partout à travers le monde. Bonsoir. Le 18 décembre 1954, Maurice Richard établit un nouveau record de la Ligue nationale de hockey en comptant son 400e but à Chicago. À son retour, des centaines de Montréalais l'accueillent en héros. René Lévesque était à la gare Windsor. Le prestige athlétique a toujours été l'un des plus universels qui soit, du plus petit jusqu'au plus grand, et du plus jeune au plus vieux. C'est là-dessus auquel on résiste le moins, parce qu'on y a tous rêvé, chacun à son jour. Et voilà pourquoi l'homme qui arrive en ce moment de Détroit est sans doute l'un des Canadiens, des 3 ou 4 Canadiens les plus franchement prestigieux et les plus universellement acclamés, c'est Maurice Richard. Et on lui demanderait pour Radio-Canada s'il n'aurait pas un mot à dire aussi avant que les centaines de personnes qui vous attendent en haut, là, ils vous saisissent. Vous êtes soulagé, hein? Oui, très soulagé. Je remercie beaucoup le public qui m'a encouragé pour mon 400e but, mais ça me fait beaucoup de peine de ne pas l'avoir scoré à Montréal. J'espère que le 425 ou 450 sera à Montréal. Je crois pas le 500e, pas encore. Peut-être, c'est espéré. Donc, est-ce que ça vous fatiguait beaucoup, juste un mot encore, là? Ces gens qui attendaient, puis attendaient, puis attendaient, est-ce que ça vous empêche de fonctionner à votre meilleur? Non, je crois pas que ça m'empêche de fonctionner, mais je crois que j'ai eu un meilleur thrill en scorant le 325e but. Parce que c'était? Parce que c'était un record. C'est le 400e, j'espère que ça ne restera pas là. Ah bon, ben, on se souhaite aussi, merci beaucoup. Et maintenant, il est question de le porter en triomphe jusqu'en haut. Et si vous voulez assister à la véritable arrivée, parce qu'ici c'est un peu professionnel, évidemment, c'est organisé, ce sont les camarades, les supporters les plus directs, mais si vous voulez assister à l'arrivée au milieu de la vraie foule là, qui attend, des centaines de personnes, eh bien, on va prendre tous ensemble l'escalier roulant. Et voilà ce que c'est que la célébrité. Des gens qui ne connaissent pas du tout sont là qui crient Maurice. Et il y a des caoutchoucs qui traînent par terre et dont les propriétaires les ont oubliés. Et là-bas, sur les épaules de deux de ses camarades, avec son feutre gris qui domine la foule, il y a... Et voici nos camarades de la télévision qui allument leur phare et qui essaient tant bien que mal de passer à travers la foule, mais c'est impossible. Il y a des journaux qui volent en l'air et péniblement installés sur deux paires d'épaules, beaucoup moins en équilibre que sur la glace. Richard se dirige vers la sortie.
Est-ce que tu parles français, toi? Oui. You speak English? Non, je parle français. Tu parles français? Oui. Quel âge as-tu? 11 ans. Oui. Est-ce que tu l'as vu, Maurice Richard? Oui. Est-ce que tu l'avais vu avant? Non. C'est la première fois, hein? Oui. Puis toi, là, si on te demandait ce soir, qu'est-ce que tu voudrais être plus tard, qu'est-ce que tu dirais? Joueur de hockey. Comme Richard. Et puis toi? Comme Richard. Et puis toi? Comme Richard. Ben, toi aussi, c'est une petite fille, même une petite fille qui va être comme Maurice Richard. Alors, vous voyez, je crois pas qu'il y ait beaucoup de poètes, ni de compositeurs, ni d'écrivains qui puissent en dire autant. Ça introduit un sujet qui pourrait faire l'objet de tout un débat, mais de toute façon, vous venez d'assister à l'arrivée du gars qui est sûrement l'un des 2 ou 3 Canadiens les plus prestigieux de l'heure, Maurice Richard, à la gare centrale à Montréal, de retour de Détroit, où il vient de compter son 400e but. Ici René Lévesque de Radio-Canada, à Montréal.